Le téléphone vibra violemment contre le marbre froid du comptoir de cuisine. Il vibra assez fort pour faire teinter le bol de flocons d'avoine en porcelaine posé directement devant moi. L'écran s'éclaira dans la faible lumière matinale de notre cuisine de Miami. C'était un message texte de mon frère aîné, Evandé. De l'autre côté de l'îlot de cuisine, ma fille, Zineya, âgée de 9 ans, leva les yeux de sa tartine. À côté d'elle, mon fils, Calder, âgé de 7 ans, continuait à faire glisser un crayon bleu sur sa serviette, complètement inconscient du changement soudain et suffocant dans l'atmosphère de la pièce. Je tendis la main et pris le téléphone. Le message disait « Pas de place pour toi ou tes enfants à la villa de l'île cette année. Nous sommes complètement occupés avec la famille. Peut-être pourrons-nous vous trouver une place pour un week-end à l'automne. » Zineya scruta mes yeux, puis l'écran lumineux. Elle posa sa tartine. « C'est oncle Evandé ? Allons-nous sur l'île pour les vacances de printemps cette année, papa ?» Je ne lui répondis pas tout de suite. Je ne pouvais pas me résoudre à parler. Je relus le message une seconde fois, laissant l'audace pure des mots s'infiltrer sous ma peau. C'était exactement la même formulation, la même excuse fragile et insultante. 4 vacances de printemps d'affilée. 4 étés d'affilée. Je fixai l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Je touchai la zone de réponse, mon pouce planant au-dessus du clavier numérique, tandis qu'un œuf froid se formait dans mon estomac. Je tapai un seul mot, compris. J'appuyai sur envoyer. Je posai le téléphone, écran vers le bas, à côté de mon café noir, pris une lente et profonde inspiration, et força un sourire chaleureux pour ma fille. Je lui dis que nous allions faire quelque chose d'encore mieux cette année. Exactement 1 heure plus tard, ma mère, Béatrix, publia une photographie sur son fil de médias sociaux. Elle avait déjà recueilli des centaines de « j'aime » et de commentaires élogieux lorsque j'ouvris l'application pendant mon trajet matinal en train. La légende était un couteau dentelé tordu directement dans ma poitrine. Elle disait « Toute la famille réunie pour notre retraite de printemps annuelle. Tellement incroyablement béni à Cressanqui. » Je me calai dans mon siège et fixai l'image. La photo avait été prise sur les grands escaliers en pierre calcaire de l'entrée du domaine familial, d'une valeur de 8 millions de dollars. Evandé se tenait fièrement au centre, tenant un verre de champagne coûteux en cristal, portant son costume de lin sur mesure emblématique et un sourire suffisant et autosatisfait. Ma mère se tenait juste à côté de lui, rayonnante de fierté absolue, sa main posée affectueusement sur son épaule comme s'il était le roi du monde. Ma sœur aînée, Kreza, était élégamment allongée sur l'une des chaises en teck importées de la vaste terrasse. Et juste là, visible en arrière-plan, se tenant nonchalamment sur le balcon de l'une des suites parentales supérieures, se trouvait la nounou privée de Kreza. Ils avaient une suite parentale pour un employé embauché. Ils avaient un espace infini pour des flûtes à champagne et des bagages de designer, mais ils n'avaient absolument aucune place pour mes enfants. Le domaine privé de Cressanqui est immense. Il compte 8 grandes chambres, 5 salles de bain, une terrasse enveloppante et un quai privé. On pourrait y loger confortablement 20 personnes sans que personne ne se heurte dans le couloir. Mais année après année, vacances après vacances, mes propres parents me disaient qu'il n'y avait tout simplement pas un seul mètre carré disponible pour le frère comptable ennuyeux et sa famille tranquille et discrète. J'utilisais mon pouce pour zoomer sur la photographie. Je regardais le sourire arrogant et frappable d'Evandé. Je regardais la joie parfaite et soigneusement orchestrée de ma mère qui excluait complètement mon existence. Ils se tenaient devant les immenses portes en chêne de la maison, la revendiquant comme leur territoire incontesté devant le monde entier. Ils riaient. Ils menaient la grande vie sur une propriété qu'ils croyaient leur appartenir de droit divin. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas comprendre alors qu'ils posaient pour cette photo exclusive parfaite, c'est que j'étais celui qui détenait la seule clé de la seule porte de ce vaste domaine qu'ils ne parviendraient jamais à ouvrir. Je remis mon téléphone dans ma poche. Je ne criais pas dans le train de banlieue silencieux. Je ne lançais rien. Quand j'arrivais à mon bureau du centre-ville, je passais directement devant mon assistante, entrai dans mon bureau privé, et verrouillai la porte. J'ouvris le lourd tiroir inférieur de mon bureau en acajou et atteignis le fond. J'en sortis une petite boîte en bois usé. À l'intérieur de cette boîte, reposant sur un lit de velours rouge fané, se trouvait une lourde clé antique en laiton attachée à une épaisse corde en cuir. Je la pris. Le métal était lourd et glacial contre ma paume. Je passai la corde autour de ma tête, laissant la clé en laiton reposer lourdement sur ma poitrine,
juste sous le col de ma chemise. Je ne l'avais pas porté depuis 5 longues années. Il était temps de faire les bagages. Si vous voulez comprendre le silence absolu que j'ai gardé ce matin-là et le calcul froid qui traversait ma tête, vous devez comprendre le musée invisible de la douleur dans lequel j'avais marché toute ma vie. J'étais toujours le fantôme dans les portraits de famille, le personnage de fond dans la grande vie théâtrale des Vendées. Je m'appelle Gideon. J'ai 34 ans et je suis expert comptable judiciaire dans l'un des cabinets d'audit financier les plus impitoyables et respectés de Miami. Toute ma vie professionnelle est dédiée à trouver l'argent que les menteurs essaient de cacher. Je traque la tromperie à travers des feuilles de calcul complexes, des déclarations de revenus dissimulés et des virements bancaires offshore. Je vois la vérité absolue dans les chiffres, parce que les chiffres, contrairement aux membres de ma famille, n'ont pas la capacité de mentir ou de faire des préférences. Et Vendée a toujours été l'enfant prodige. Il avait 38 ans, c'était un courtier immobilier de luxe qui conduisait des voitures exotiques qu'il pouvait à peine se permettre de louer, et portait des montres qui coûtaient plus cher que mon premier prêt hypothécaire. Pour ma mère, Béatrix, il était le soleil, la lune et les étoiles, tout enveloppé dans un ensemble parfait. Tout ce qu'il faisait était brillant. Chaque erreur qu'il commettait n'était qu'un revers temporaire causé par l'incompétence de quelqu'un d'autre. Je me souviens très bien de la nuit de ma remise de diplôme universitaire. Je venais de terminer 4 années exténuantes à travailler de nuit dans un entrepôt logistique misérable pour payer mon diplôme de comptabilité, afin de ne pas avoir à prendre un seul centime de mes parents. Nous avions un dîner de célébration dans un steakhouse haut de gamme du centre-ville. Quand vint le moment des cadeaux, ma mère se leva, les larmes aux yeux, et tendit fièrement à Vendée une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvaient les clés d'une toute nouvelle berline de luxe bleu nuit. Vendée n'était même pas celui qui obtenait son diplôme. Il venait de conclure sa première petite affaire immobilière cette semaine-là, et ma mère pensait qu'il devait avoir l'apparence d'un courtier prospère pour attirer des clients plus riches. Puis elle se tourna vers moi, le véritable diplômé qui avait à peine dormi en 4 ans, et me tendit une boîte en carton plate et rectangulaire. À l'intérieur se trouvait une pince à cravate en argent. Elle était complètement simple. Elle n'était même pas gravée. Je la remerciai poliment, la fixant sur le costume bon marché que j'avais acheté en solde, tandis qu'Evandé commandait une autre bouteille de vin à $300 pour célébrer sa nouvelle voiture. C'était la dynamique établie. Evandé exigeait le monde et ma mère le lui servait sur un plateau d'argent. Je ne demandais rien et c'est exactement ce que je recevais. Au fil des ans, Evandé empruntait constamment des dizaines de milliers de dollars à mes parents pour financer son style de vie extravagant. Il prétendait toujours qu'il s'agissait d'un prêt relais à court terme pour une énorme transaction immobilière commerciale qui était sur le point d'être conclue. Les transactions ne se concluaient jamais. L'argent s'évaporait. Moi, en revanche, je passais mes nuits à étudier pour mes certifications avancées, finissant par bâtir une carrière très lucrative, basée sur une réalité absolue et inébranlable. J'ai épousé ma merveilleuse femme, Lyra. Nous avons eu Calder et Zineia, et nous avons construit une vie tranquille, très confortable, complètement à l'abri des éblouissements du Fosor des Vendées. Mais ma stabilité financière et mon succès professionnel ont toujours été ignorés. Quand je suis devenu associé junior au cabinet, le seul commentaire de ma mère au téléphone fut de me demander si je pouvais donner à Vendée des conseils fiscaux gratuits, car son comptable actuel était déraisonnable concernant ses déductions. Pour eux, j'étais juste le gars avec la calculatrice, le frère ennuyeux qui comptait les centimes, tandis qu'Evandé déplaçait des montagnes. J'ai accepté mon rôle de fils invisible parce que me battre pour l'affection sincère de ma mère était un jeu truqué dès le départ. J'ai choisi la paix. J'ai choisi de me concentrer sur ma femme et mes magnifiques enfants. Mais voir cette photographie sur les réseaux sociaux, voir mes enfants entièrement remplacés par une nounou engagée, dans une maison construite avec la sueur de mon grand-père, a brisé le dernier pilier de ma patience. Si vous avez déjà été l'enfant invisible de votre famille, celui dont les réalisations sont complètement ignorées, tandis que l'enfant prodige est célébré juste pour s'être réveillé le matin, alors vous savez exactement à quel point le sang dans mes veines était glacial à ce moment-là. La colère n'explose pas en cris ou en pleurs. Elle se cristallise. Elle se transforme en quelque chose de tranchant, d'absolu et de très destructeur. Je ne voulais plus discuter avec eux. Je voulais mettre fin à l'illusion de manière permanente. Pour comprendre pleinement pourquoi cette lourde clé en laiton autour de mon cou était si dangereuse pour le monde parfait de mon frère, il faut remonter à l'été 2021. Mon grand-père, un homme qui avait bâti son immense fortune à partir de rien dans la logistique maritime,
était le propriétaire et constructeur original du domaine de Cressanqui. C'était un homme dur, incroyablement pragmatique, qui voyait clair à travers le parfum cher des Vendées, ses costumes sur mesure et ses promesses vides. Il aimait l'île et il détestait ce qu'il savait que ma famille en ferait une fois qu'il serait parti. Lors de la dernière réunion de famille avant que sa santé ne décline rapidement, il m'a demandé de quitter la bruyante fête sur la terrasse et de faire une promenade avec lui jusqu'à la plage privée. Nous avons marché en silence complet jusqu'à atteindre l'ancienne jetée en bois qui s'avançait loin dans les eaux sombres et agitées de l'océan Atlantique. L'air sentait fortement le sel marin lourd et le bois mouillé en décomposition. Il m'a dit d'enlever mes chaussures, de retrousser mon pantalon et de le suivre dans les ombres humides sous la jetée. Caché complètement à l'abri des regards, boulonné directement aux énormes piliers en béton supportant le pont en bois au-dessus, se trouvait un lourd coffre-fort en fer rouillé. Il a passé la main sous sa chemise, a sorti une clé en laiton sur une épaisse corde en cuir, a déverrouillé le lourd cadenas marin, et a ouvert la lourde porte métallique avec un grand gémissement. À l'intérieur de la cavité sombre se trouvait une pile d'épais documents juridiques soigneusement enveloppés dans une toile imperméable. Il m'a regardé, ses yeux fatigués mais incroyablement vifs. « Gideon, dit-il, sa voix rauque et à peine plus forte que les vagues s'écrasant contre les piliers. Ton frère est un imbécile complet qui brûlera tout ce qu'il touche juste pour garder ses propres mains au chaud. Ta mère le laissera faire parce qu'elle aime la chaleur du feu. Ta sœur restera assise et se plaindra de la fumée. Tu es le seul à avoir de la colonne vertébrale et un cerveau fonctionnel dans toute cette lignée. » Il m'a tendu la clé en laiton. Il m'a dit là, dans les ombres humides, qu'il avait secrètement rendu visite à ses avocats à Miami. Il avait transféré l'acte de propriété absolue du domaine de Cressanqui, ainsi que le contrôle complet du trust familial, entièrement à mon nom. Il m'a désigné comme le seul fiduciaire, pas ma mère, pas Evandé, moi seul. Ne leur dis rien, m'a-t-il averti, me serrant l'épaule avec une force surprenante et désespérée. Laisse-les penser que le trust fonctionne de lui-même par le biais d'une entité corporative aveugle. Tu le gères. Tu le protèges de l'ombre. Et quand le moment viendra, quand leur avidité absolue dépassera leur bon sens de base, tu utiliseras cette clé pour leur rappeler exactement qui possède le terrain sur lequel ils se tiennent. Il est décédé 3 mois plus tard. J'ai gardé son secret exactement comme promis. Je les ai laissés utiliser la magnifique villa insulaire chaque printemps et chaque été. Honnêtement, je pensais être un bon fils, un bon frère indulgent. Je pensais que les laisser avoir leurs parfaites vacances de printemps et retraite d'été était une façon silencieuse de maintenir un certain niveau d'harmonie familiale. Mais l'harmonie forcée a un prix élevé, et j'étais le seul à le payer. Chaque janvier, depuis les 5 dernières années, je m'asseyais tranquillement à mon bureau dans mon bureau de Miami et payais les lourdes taxes foncières. Chaque février, je payais les primes d'assurance ouragan et inondations exorbitantes. Chaque mars, je payais les équipes d'aménagement paysager et de maintenance pour garder les palmiers immaculés et le toit intact. Le total s'élevait à environ $185 000, entièrement de ma poche, sur une demi-décennie. Je ne leur ai jamais demandé un seul centime. Je n'ai même jamais laissé entendre que c'était moi qui maintenais les lumières allumées et l'eau courante. Je leur ai fait un cadeau silencieux valant des centaines de milliers de dollars. Et en retour, ils ont interdit l'accès à mes jeunes enfants afin qu'une nounou puisse avoir une vue sur le balcon pour son café du matin. Je touchais la clé sous ma chemise. Elle chauffait maintenant contre ma peau. Je pris le téléphone de mon bureau et composai le numéro de l'IRA. Elle répondit à la deuxième sonnerie, on entendait les enfants rire en arrière-plan. « Salut chérie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sentant le silence inhabituel de mon côté de la ligne. « Fais les bagages, dis-je, ma voix dangereusement calme et posée. Prépare suffisamment de vêtements pour une semaine complète. Apporte les maillots de bain des enfants et leurs jouets de plage. »« Où allons-nous » demanda-t-elle, son ton devenant inquiet. « Nous allons à Cressanqui. » Je raccrochai et passai un dernier appel. J'appelai oncle Thaddeus, le frère cadet de mon grand-père. C'était la seule autre âme vivante qui connaissait le coffre-fort rouillé sous la jetée et la véritable nature cachée du trust familial. Il avait toujours été mon allié silencieux, observant la dynamique familiale toxique de loin avec un mélange de profond dégoût et d'amusement sombre. « Oncle Thaddeus » dis-je au moment où il décrocha. « Il est temps. » Un léger rire grave parvint du haut-parleur. « Je te rejoins au portail d'entrée. Gideon, allons gâcher des vacances. » Nous sommes arrivés au portail privé, fortement fortifié de Cressanqui,
juste au moment où le soleil de fin d'après-midi commençait à plonger vers l'horizon, projetant une longue lueur dorée sur les palmiers parfaitement entretenus. La route le long de la côte avait été calme. Lyra me tenait la main par-dessus la console centrale, ne posant aucune question, faisant confiance à la calme résolution qu'elle voyait dans mes yeux. Je baissai la vitre et composai le code de déverrouillage principal sur le clavier de sécurité lumineux. Les lourds portails en fer forgé s'ouvrirent en douceur, nous accordant l'accès au sanctuaire privé. Alors que nous remontions la longue allée de coquillages blancs concassés, l'audace pure du faux style de vie de mon frère apparut pleinement, de manière écœurante. Garé négligemment au centre de l'allée circulaire, occupant suffisamment d'espace pour 4 voitures, se trouvaient 2 supercars loués. L'une était une Ferrari rouge cerise, l'autre un SUV de luxe noir mat. Elle bloquait complètement l'entrée principale, un affichage désespéré et ostentatoire de richesse que je savais, de façon absolue, qu'Evandé ne possédait pas le capital liquide réel pour entretenir. Je gara lentement mon SUV familial fiable et sensé juste derrière le pare-choc arrière de la Ferrari, la bloquant complètement. Avant même que je n'ai complètement coupé le moteur, les immenses portes d'entrée en chaîne de la villa s'ouvrirent violemment. Evandé sortit sur la grande véranda en pierre calcaire. Il portait une chemise en soie déboutonnée, des lunettes de soleil de designer perchées sur sa tête, et tenait une flûte en cristal de champagne coûteux. Au moment où ses yeux enregistrèrent mon véhicule, le sourire arrogant et détendu disparut entièrement de son visage. Il fut instantanément remplacé par un froncement de sourcils sombres et d'irritation pure et non frelatée. Je mis la voiture en position de stationnement et sortis sur l'allée. Lyra resta à l'intérieur avec les enfants, baissant les vitres teintées juste assez pour entendre l'échange à venir. « Qu'est-ce que tu fais ici, Gideon » cria Evandé, sa voix dure et résonnant à travers la cour calme et paisible. Il ne descendit pas les larges marches de pierre pour me saluer. Il se tenait fermement tout en haut, me regardant de haut, essayant instinctivement de maintenir une position physique élevée pour affirmer sa domination. « J'ai amené les enfants pour les vacances de printemps, dis-je, ma voix stable, ne trahissant absolument aucune émotion. Je fermai la portière de la voiture et commençai à marcher lentement vers les marches. Evandé leva sa main libre, paume ouverte, comme un agent de la circulation essayant d'arrêter un camion en excès de vitesse. « Tu n'as pas reçu mon message texte ce matin ? La maison est complètement pleine. Tu ne peux pas simplement te présenter sans invitation à une retraite familiale privée. Fais demi-tour avec ta voiture tout de suite et par avant de te ridiculiser devant les invités. » J'atteignis le bas des marches et levai les yeux vers lui. À travers les immenses fenêtres immaculées du sol au plafond derrière lui, je pouvais clairement voir ma mère Béatrix. Elle tenait un cocktail tropical, portant une robe de villégiature fluide aux couleurs vives. Elle me regarda directement pendant exactement une seconde. Ses yeux s'écarquillèrent d'une panique soudaine, puis, fidèle à elle-même, elle tourna brusquement le dos à la vitre et fit semblant d'être absolument fascinée par une peinture de paysage sur le mur lointain. Elle n'allait pas intervenir. Elle allait laisser Evandé jouer le roi et faire le sale boulot d'exiler son autre fils. De la terrasse supérieure, j'entendis un rire aigu et très moqueur. C'était ma sœur Crésa, penchée sur la balustrade en verre, regardant le spectacle avec sa nounou qui planait à proximité comme une dame de compagnie. « Des invités » demandai-je calmement, mes yeux fixés sur Evandé. « Tu veux dire la nounou engagée de Crésa ? Je pense qu'il y a amplement de place dans une maison de 8 chambres. » Le visage d'Evandé devint d'un rouge foncé de colère, d'une véritable fureur. « Écoute-moi, petit comptable mesquin, » cracha-t-il, sa voix tombant à un ricanement vicieux et menaçant. « Personne ne veut de toi ici. Tu gâches complètement l'ambiance du voyage. Tu restes dans ton coin à juger tout le monde parce que tu ne sais pas vivre une vraie vie. C'est un domaine de luxe, pas un motel routier bon marché pour toi et ta femme ennuyeuse, pour y traîner vos enfants bruyants. Tu n'as pas ta place dans cette image. Maintenant, quitte ma propriété avant que j'appelle la sécurité de l'île pour te traîner dehors par le col. » Il pointa réellement son doigt vers le portail en fer, sa main tremblant légèrement d'une rage vertueuse. Il expulsait son propre frère de la maison familiale pour protéger son esthétique fausse et soigneusement orchestrée. Je regardai son doigt tremblant, puis la Ferrari louée qu'il ne pouvait pas se permettre d'alimenter en essence, et enfin son visage furieux et arrogant. Je ne criais pas. Je ne donnais pas de coups de poing. Au lieu de cela, je souris. C'était un sourire lent, glacial, un sourire qu'Evandé n'avait jamais vu sur mon visage auparavant. C'était le sourire d'un expert comptable judiciaire qui venait de trouver la preuve irréfutable dans un audit de fraude massive.
Ta propriété, répétai-je doucement. Je montai la première marche de pierre. Je ne m'arrêtai pas à la première marche de pierre. Je gardai mes yeux fixés sur les siens et passai juste devant lui. Alors que j'atteignais le haut des escaliers, je le bousculai juste assez fort pour que le champagne déborde du bord de sa délicate flûte en cristal et éclabousse violemment ses coûteux mocassins en cuir. « Eh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi » cria Evandet, se retournant pour saisir mon bras dans une panique. Je repoussai sa main comme si je chassais une légère nuisance et ouvris complètement les lourdes doubles portes en chêne. Le grand foyer du domaine était époustouflant, avec son double escalier majestueux et un immense lustre en verre importé. Les fondations de la maison étaient exactement comme mon grand-père les avait laissées, mais l'espace était jonché des ordures dégoûtantes de la fausse richesse des Vendées. Il y avait des sacs de courses de boutiques de créateurs haut de gamme jetés sur les tables antiques et des bouteilles de liqueurs coûteuses à moitié vides encombrant l'entrée. Je passai directement devant ma mère qui haleta bruyamment et pressa sa main sur sa poitrine sous le choc. « Gideon, s'il te plaît, tu causes une scène énorme » murmura-t-elle frénétiquement, regardant autour d'elle comme si des juges invisibles de la haute société l'observaient. Je l'ignorais complètement. Je montai agressivement le grand escalier, mes pas lourds résonnant bruyamment dans la maison soudainement silencieuse. Evandet me poursuivait frénétiquement, criant des obscénités et exigeant que je parte immédiatement. Je tournai dans le couloir de l'aile et m'arrêtai directement devant les immenses doubles portes de la suite parentale. Les portes étaient en acajou massif foncé, sculptées de motifs nautiques complexes par un artiste local il y a des décennies. La serrure était une lourde serrure en laiton à l'ancienne qui semblait complètement hors de propos parmi les améliorations modernes de la maison. « Éloigne-toi de cette porte » aboya Evandet, reprenant son souffle en haut des escaliers, son visage pâle d'une nouvelle sorte de panique. « Cette pièce est scellée. La serrure est complètement bloquée. J'ai fait venir un maître serrurier l'année dernière qui m'a facturé 1000 $ juste pour me dire qu'il ne pouvait pas percer le cylindre sans détruire le bois antique. Tu ne peux pas entrer là. Éloigne-toi. » Je ne le regardais pas. Je passai la main sous le col de ma chemise et sortis l'épaisse corde en cuir, la lourde clé en laiton. Elle capta la lumière chaude des appliques murales du couloir, brillant comme une arme. Evandet se figea instantanément, ses yeux rivés sur la clé, et la couleur rouge de colère commença à s'estomper rapidement de son visage, le laissant l'air malade et terrifié. Je glissai la lourde clé en laiton dans la serrure. Elle tourna avec un déclic fort, lourd et incroyablement satisfaisant qui résonna dans le couloir. Je poussai les lourdes portes en acajou pour les ouvrir en grand. Le parfum préservé de cèdre vieilli, de fumée de cigares coûteuses et des vieux fauteuils en cuir de mon grand-père s'échappa dans le couloir, nous frappant comme une vague du passé. La pièce était absolument immaculée. Le grand lit à baldaquin, la vue panoramique imprenable sur l'océan Atlantique, le lourd bureau d'écriture. C'était un sanctuaire sacré où personne n'avait mis les pieds depuis 5 longues années. Soudain, une voix grave et autoritaire résonna du bas du grand escalier. « Il peut entrer là, car c'est sa chambre. » Nous nous sommes tous penchés par-dessus la balustrade. Oncle Thaddeus se tenait au centre du foyer, s'appuyant lourdement sur sa canne à pointe d'argent, ses yeux brûlant d'une autorité calme et absolue. Il était entré par la porte latérale de la cuisine. Evandet regarda de Thaddeus à la porte ouverte de la suite parentale et de nouveau vers moi. Son cerveau essayait désespérément de traiter l'effondrement soudain et violent de sa réalité. Sa mâchoire se serra, et son bref moment de panique se transforma rapidement de nouveau en arrogance violente et désespérée. « Je ne sais pas à quel genre de jeu malade vous jouez tous les deux, » grogna Evandet, sortant son smartphone coûteux de sa poche, ses mains tremblant visiblement maintenant. « Mais vous êtes en train de pénétrer sur une propriété privée. Je suis le responsable désigné du temps de cette famille ici. J'appelle la police locale tout de suite, et je vais vous faire arrêter tous les deux et vous faire traîner hors d'ici devant vos enfants. » Je marchai calmement vers le lourd bureau d'écriture de mon grand-père, dézippai ma mallette en cuir usé et en sortis un épais et lourd dossier rouge manille. Je le claquai sur le bois poli du bureau avec un bruit sec qui résonna comme un coup de feu. « Appelle-les, » dis-je, fixant ses yeux terrifiés et fuyants. « Mais avant que la police n'arrive, tu vas devoir trouver un moyen de leur expliquer ces chiffres. » Le simple mot « chiffre » frappa Evandet comme un coup physique à l'estomac. En tant qu'expert comptable judiciaire, toute ma carrière est bâtie sur la prémisse fondamentale que les menteurs sont intrinsèquement paresseux. Ils essaient de couvrir leurs traces avec de fines couches de terre, oubliant complètement qu'un bon auditeur financier apporte une pelle. Et pour mon propre frère, j'avais apporté une énorme rétrocaveuse.
Je fis un signe froid à tout le monde d'entrer dans la suite parentale. Ma mère et Kreza étaient montées doucement les escaliers, leur visage pâle et tiré, sentant le désastre imminent. Thaddeus entra lentement derrière elle, refermant les lourdes portes en acajou, nous enfermant essentiellement tous dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est » demanda Béatrix, sa voix tremblante légèrement alors qu'elle regardait nerveusement l'épais dossier rouge posé sur le bureau. J'ouvris le dossier et étalai les documents imprimés sur la surface en cuir foncé du bureau d'écriture. « Ceci, dis-je, ma voix nette, clinique et complètement dépourvue d'affection fraternelle, est un audit judiciaire très détaillé du domaine de Crescent qui pour les 36 derniers mois. Il m'a fallu moins de 3 jours pour compiler les données. » Je pointai mon doigt vers la première épaisse pile de papier. « Il y a 3 ans, Evandé, tu as commencé à dire à la famille que le domaine avait besoin de temps d'arrêt structurel pendant certaines semaines de pointe au printemps et en été. Tu prétendais que la plomberie était défectueuse, que le toit fuyait et que la maison ne pouvait pas supporter la pleine capacité de la famille présente ici. » Evandé déglutit difficilement, le son audible dans la pièce silencieuse. Il remit lentement son téléphone dans sa poche, son bluff complètement démasqué. Si. L'entretien de cette vieille maison était un véritable cauchemar. Exact, répondis-je, sortant une énorme feuille de calcul imprimée en haute résolution couleur. Sauf que les équipes de maintenance que je paie personnellement de ma propre poche ne m'ont jamais signalé une seule panne de plomberie. Au lieu de cela, ce que j'ai découvert, c'est que tu as mis cette propriété exacte en location sur Willit Retreat. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un réseau fermé de location ultraluxe pour les étrangers fortunés qui veulent une vie privée non déclarée et sont prêts à payer des primes massives en espèces. Kreza haleta bruyamment. Ma mère mit sa main sur sa bouche, ses yeux allant et venant entre les papiers et son enfant prodige. Je frappai le papier d'un coup sec. En 2022, tu as loué cette maison pendant 6 semaines et tu as collecté 85 000 $. En 2023, tu as augmenté la durée à 8 semaines et tu as engrangé 92 000 $. L'année dernière, tu es devenu incroyablement gourmand et tu l'as loué pendant 10 semaines, 103 000 $. Je levai les yeux du bureau, rencontrant ses yeux écarquillés et terrifiés. Cela représente un total de 280 000 $. Tu as utilisé notre maison familiale comme ton guichet automatique personnel pour financer ton style de vie faux et ostentatoire, Evandé. Tu as volé le temps à la famille. Tu as exploité l'actif et tu as acheminé chaque dollar vers une société écran enregistrée au Delaware sous le nom de Crescent Holdings, qui, ironiquement, est directement liée à ton compte courant personnel à Miami. C'est un mensonge complet, cria Evandé, bien que sa voix se brisa de façon humiliante sur le dernier mot. Tu as trafiqué ces papiers. Tu es juste jaloux de mon succès. Le suis-je, demandai-je doucement, presque avec sympathie. Je plongeai dans le dossier et en sortis une pile d'impressions glacées. Ce sont des captures d'écran haute résolution directement depuis le portail haute des Willit Retreat. La photo de profil est toi, Evandé, debout sur ce balcon exact, tenant un verre. Il y a 42 avis vérifiés louant au superhost Evandé pour son incroyable hospitalité et sa discrétion. Et juste ici, je claquai un dernier relevé bancaire fortement censuré, sont les virements correspondants de la plateforme de location, directement vers ton compte, aux dates exactes où la maison était censée subir des réparations de plomberie. La pièce devint si incroyablement silencieuse que l'on pouvait entendre les vagues de l'océan s'écraser contre les rochers à 100 verges de là. Ma mère regarda désespérément Evandé, ses yeux le suppliant d'avoir une explication, une excuse intelligente, n'importe quoi pour faire disparaître l'horrible vérité. Mais Evandé était complètement paralysé. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement alors qu'il luttait pour respirer. Il ressemblait exactement à un animal acculé, réalisant qu'il n'y avait aucune issue au piège. Il n'avait pas seulement volé un trust sans visage. Il avait volé l'héritage familial pour pouvoir louer une Ferrari et faire semblant d'être un roi pour des étrangers. Et il avait interdit mes enfants de la maison de leur propre grand-père juste pour que son entreprise frauduleuse fonctionne sans heurts. L'assassin judiciaire avait porté le coup fatal et l'enfant prodige se vidait de son sang sur le sol. Si vous appréciez cette histoire de destruction financière absolue jusqu'à présent, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez ce soir. Chaque interaction aide plus de gens à trouver ces histoires de justice satisfaisantes. Maintenant, voyons comment le reste de la famille a réagi à cette trahison massive. Pendant une longue et douloureuse minute,
le seul son dans la suite parentale fut le fracas lourd et rythmé des vagues de l'Atlantique contre le mur de soutènement en pierre à l'extérieur du balcon. Évandé se tenait figé au centre de la pièce, fixant les tirages glacés du portail Lilith Retreat. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, et s'ouvrit de nouveau, mais sa langue, normalement si éloquente, était complètement nouée. Le volume écrasant des preuves, la réalité indéniable des virements bancaires portant son propre nom, l'avait dépouillé de tous les mécanismes de défense sur lesquels il s'était toujours appuyé. Mais mon frère est un homme qui préférerait se noyer plutôt que d'admettre qu'il ne sait pas nager. Il prit une profonde inspiration tremblante, bomba le torse, et essaya de tisser la toile une dernière fois. « Gideon, tu regardes ça d'une manière complètement erronée, bégaya Théil, sa voix désespérée, essayant de projeter son autorité condescendante habituelle. Tu es comptable, n'est-ce pas? Tu ne vois que les chiffres bruts. Tu ne comprends pas la gestion d'actifs immobiliers de haut niveau. Cet argent n'était pas pour moi. Il a été placé sur un compte de dépôt spécialisé pour de futures rénovations à grande échelle de la propriété. J'essayais de construire un trésor de guerre pour protéger le domaine familial. Oncle Thaddeus laissa échapper un rire sec et aboyeur qui résonna bruyamment sur les murs en acajou. Un trésor de guerre, se moqua Théil, s'avançant et s'appuyant lourdement sur sa canne à pointe d'argent. Tu n'as pas acheté une seule bardelette pour ce toit en 5 ans, Évandé. Tu n'as pas payé un seul centime pour l'aménagement paysager, la plomberie ou l'assurance. Thaddeus plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une épaisse pile de reçus fiscaux officiels du comté et de primes d'assurance. Il les jeta sur le bureau, juste au-dessus des relevés bancaires frauduleux d'Évandé. Ce sont les vrais chiffres, dit Thaddeus, sa voix dégoulinante de dégoût absolu. Taxe foncière, assurance ouragan, assurance inondation, entretien structurel général. Pendant les 5 dernières années, alors que tu louais cette maison à de riches étrangers et empochais 280 000 $. Ton frère Gideon a tranquillement payé toutes les factures pour que cet endroit tienne debout. 185 000 $ de sa propre poche. Il n'a jamais demandé de merci, jamais demandé un centime. Ma mère, Béatrix, fit un pas tremblant en arrière jusqu'à ce que son dos heurte le lourd cadre de porte en bois. Elle me regarda, ses yeux écarquillés d'un mélange d'horreur et de profonde confusion. « Tu as payé les taxes » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Mais Évandé m'avait dit que le trust générait suffisamment de revenus passifs pour couvrir toutes les charges. Il t'a menti, mère, dis-je froidement, ne rompant pas le contact visuel avec mon frère. Le trust ne génère pas de revenus passifs. Il dépend entièrement du fiduciaire. Et je suis le fiduciaire. J'ai payé vos parfaites vacances de printemps pendant 5 ans. Soudain, Crésa bouscula notre mère. Son visage, habituellement si composé et douloureusement arrogant, était contorsionné par une fureur authentique. Elle marcha droit vers Évandé, ses sandales coûteuses claquant agressivement sur le parquet. « Attends une minute » claqua Crésa, pointant un doigt manucuré directement sur la poitrine d'Évandé. « Tu m'as dit que le domaine perdait de l'argent. Tu m'as dit que le trust s'épuisait. Chaque janvier, depuis les 3 dernières années, tu m'as appelé en pleurant pour me dire combien il coûtait de maintenir les lumières allumées. Tu m'as fait virer 15 000 $ chaque année pour le fonds d'entretien familial. » Évandé recula physiquement d'elle, ses yeux cherchant frénétiquement dans la pièce. « Crésa, écoute. C'était différent. C'était pour l'entretien interne. Tu m'as volé 45 000 $, hurla Crésa, perdant complètement son calme aristocratique. Sa voix était stridente et résonnait dans le couloir. J'ai utilisé les économies pour la scolarité privée de ma fille pour t'aider à maintenir cette maison à flot. Et tu l'as louée à des étrangers et tu volais les profits pendant que tu conduisais une Ferrari. Tu es un parasite absolu. » L'alliance de l'enfant prodige se fractura et s'éparpilla sous mes yeux. Les regarder se retourner les uns contre les autres, c'était comme regarder une meute de loups affamés réaliser qu'il n'y avait plus de viande sur l'os. Évandé tenta d'attraper le bras de Crésa pour la calmer, mais elle le repoussa violemment, le déséquilibrant. Béatrix couvrit son visage de ses 2 mains, laissant échapper un sanglot discret et pathétique. « C'est un malentendu. S'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Nous sommes une famille. Nous sommes la famille parfaite. Nous ne sommes pas une famille, mère, dis-je, ma voix fendant le chaos comme une lame gelée. Nous sommes une scène de crime financier, et l'enquête est officiellement close. » Je ramassai l'épais dossier rouge, le remis dans ma mallette en cuir, et les regardai tous les 3.
Vous avez le reste de la nuit pour régler vos arrangements de vie, dis-je calmement. Parce que demain matin, les vraies conséquences commenceront. Le reste de ce dimanche se déroula dans un état d'hostilité toxique et suffocante. J'emmenai Lyra et les enfants à la plage privée, ignorant complètement les cris qui résonnaient depuis les balcons supérieurs du domaine. Evandé et Kreza se disputèrent tard dans la nuit, se lançant des insultes vicieuses, tandis que ma mère s'enferma dans l'une des chambres d'amis, refusant de descendre dîner. La retraite familiale parfaite avait dégénéré en un véritable cauchemar, et je dormis cette nuit-là dans la suite parentale plus paisiblement que je ne l'avais fait en 5 longues années. Le lundi matin arriva avec un ciel clair et d'un bleu éclatant, et l'odeur piquante du sel dans l'air. À 9 heures précises, le rugissement de 2 moteurs hors-bord déchira le calme du matin. Un élégant hors-bord de luxe noir accosta à notre quai en bois privé. Une femme en descendit, portant une mallette en cuir mince. Elle était vêtue d'un tailleur gris net, ses cheveux tirés en un chignon sévère. C'était Rosalind. Elle était associée principale au cabinet d'avocats le plus prestigieux en matière de trust et de succession à Miami, et elle ne jouait pas. Je la rencontrai au bout du quai et l'escortai directement à la grande salle à manger. J'avais déjà envoyé un message texte de groupe exigeant qu'Evandé, Kreza et Beatrix nous rejoignent à l'immense table à manger en marbre. Ils étaient déjà assis là quand nous sommes entrés. Evandé avait l'air terrible. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa chemise de lin coûteuse était froissée, et le sourire arrogant avait complètement disparu, remplacé par une profonde et paranoïaque épuisement. Rosalind n'offrit aucune salutation chaleureuse. Elle se tint à la tête de la table, ouvrit sa mallette, et en sortit une pile de documents légalement reliés, portant le sceau officiel de l'État de Floride. « Mon nom est Rosalind, dit-elle, sa voix claire et complètement dépourvue d'empathie. Je représente les intérêts légaux du trust familial Cressanqui. Je suis ici ce matin pour exécuter formellement l'article 7 de la charte du trust, tel que dirigé par le seul fiduciaire légal, Gideon. » Evandé se frotta les tempes, laissant échapper un soupir tremblant. « Écoutez, quoi que mon frère vous paie, nous pouvons gérer cela en interne. Nous n'avons pas besoin d'avocat pour un simple différend familial. » « Ce n'est pas un différend, Evandé, répondit Rosalind froidement, faisant glisser un lourd document sur la table en marbre vers lui. C'est une expulsion. Elle ouvrit son dossier et commença à lire. En vertu de l'article 7 de la charte du trust, le fiduciaire détient le droit unilatéral de suspendre de manière permanente l'accès à la propriété et les droits de bénéficiaire de toute personne qui se livre activement à l'exploitation financière, à la fraude ou à la commercialisation non autorisée des actifs du trust. Elle leva les yeux, fixant Evandé d'un regard qui aurait pu geler l'eau. Sur la base des preuves médico-légales incontestables fournies à mon cabinet, y compris les virements bancaires frauduleux et les contrats de location non autorisés, vos droits à cette propriété et à toute distribution financière future de ce trust sont, par la présente, révoqués de manière permanente. Vous êtes légalement en infraction. La mâchoire d'Evandé tomba. Il me regarda, la panique flambant dans ses yeux rouges. Gideon, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas expulser ton propre frère de la maison familiale. Où suis-je censé aller? Tu peux retourner à ta fausse vie à Miami, dis-je, me penchant en arrière dans ma chaise. Mais tu vas devoir le faire rapidement. Tu as exactement 1 heure pour faire tes bagages et retirer tes véhicules loués de mon allée. Si tu n'es pas parti à 10h30, Rosalind a une ligne directe avec le shérif du comté, et ils seront plus qu'heureux de t'escorter menotté. Kreza, qui était restée silencieuse, prit soudainement la parole. Gideon, s'il te plaît. Je ne savais pas pour les locations. J'étais aussi une victime ici. Il m'a volé mon argent. Tu ne peux pas nous expulser, mes enfants et moi. Nous n'avons nulle part d'autre réservé pour les vacances de printemps. Je regardais ma sœur. La sœur qui avait ri depuis le balcon pendant qu'Evandé m'humiliait dans l'allée. La sœur qui avait amené une nounou à la maison de mon grand-père mais m'avait dit qu'il n'y avait pas de place pour mes propres enfants. Tu as encouragé son comportement toute ta vie, Kreza, dis-je doucement. Tu as apprécié le luxe qu'il offrait. Et tu n'as jamais une seule fois demandé d'où venait l'argent, tant que ta coupe de champagne était pleine. Tu as exactement 1 heure pour faire tes bagages aussi. Prends ta nounou et pars. La réalité de la situation s'abattit finalement sur eux avec le poids d'un bâtiment qui s'effondre. Il n'y avait plus de négociation. Il n'y avait plus de tactique de manipulation à jouer. Le pouvoir absolu avait changé de main, et je l'exerçais sans une once de pitié.
Je regardais depuis le grand porche d'entrée et Vendée jeter furieusement ses bagages de designer dans le coffre de la Ferrari louée. Il ne regarda pas en arrière. Il ne dit pas au revoir à notre mère. Il claqua simplement la porte, fit vrombir l'énorme moteur, et s'éloigna à toute vitesse sur l'allée de coquillages concassés, laissant un nuage de poussière blanche derrière lui. Creza le suivit peu après, le visage caché derrière des lunettes de soleil surdimensionnées, sa nounou chargeant silencieusement des sacs à l'arrière d'une voiture Uber noire. Tandis que les portails en fer se refermaient derrière eux, Rosalyn sortit sur le porche et me tendit une petite enveloppe scellée. Le colis certifié a été posté ce matin, dit-elle doucement. L'Internal Revenu Service aura le dossier complet de ses revenus locatifs non déclarés d'ici demain après-midi. Je pris l'enveloppe, sentant le poids de la justice dans mes mains. L'expulsion n'était que l'échauffement. La véritable destruction l'attendait sur le continent. Les papiers sont toujours la partie la plus facile. Vous les signez, vous les envoyez par la poste, et la machine judiciaire avance sans autre apport émotionnel. Les retombées financières et sociales, cependant, sont un spectacle beaucoup plus désordonné, beaucoup plus public. Et pour un homme comme Évandé, dont toute l'existence reposait lourdement sur la perception d'une richesse extrême et d'un statut dans la haute société, le contre-coup public était un destin bien pire que la mort. Dès mercredi matin, les dominos que j'avais soigneusement alignés commencèrent à tomber avec une vitesse dévastatrice. Évandé travaillait pour un courtier immobilier de luxe très exclusif dans le centre-ville de Miami. Il se vantait d'une discrétion absolue et de normes éthiques irréprochables. Mardi après-midi, j'avais fait légalement transmettre par Rosalyn une copie expurgée de l'audit du trust directement à l'associé gérant de son cabinet. Nous y avons inclus la preuve absolue qu'Évandé avait utilisé son adresse email d'entreprise et les serveurs privés du cabinet pour communiquer avec ses clients illégaux d'Elite Retreat. Évandé fut licencié avant même d'avoir fini son expresso du matin. Il fut escorté hors de son bureau d'angle vitré par la sécurité du bâtiment, portant ses affaires dans une boîte en carton, juste devant tout le service des ventes. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Parce que je suis expert comptable judiciaire, je sais exactement comment fonctionne la fausse richesse. Évandé avait utilisé les 280 000 $ de revenus locatifs volés comme preuve falsifiée de liquidité pour obtenir un prêt hypothécaire massif sur un penthouse de luxe à Brickell. Il avait menti sur sa demande de prêt, affirmant que l'argent volé était un revenu commercial récurrent légitime. Lorsque le service de souscription de la banque reçut une information anonyme et très détaillée concernant la nature frauduleuse de ses revenus déclarés, ils déclenchèrent immédiatement un audit d'urgence de ses comptes. Dès jeudi, la banque exigea officiellement le remboursement intégral du prêt en raison d'une rupture de contrat basée sur une fraude financière. Évandé fut financièrement ruiné en moins de 96 heures. Pendant ce temps, la couche sociale de la destruction déchirait le monde soigneusement orchestré de ma mère comme un feu de forêt. Beatrix appartenait à un country club très exclusif, accessible uniquement sur invitation, à Coral Gables. C'était l'épicentre de son univers social, un endroit où elle avait passé des décennies à se vanter de son fils prodige parfait et de son immense empire immobilier. Malheureusement pour elle, le monde de la haute société est incroyablement petit, et les gens riches n'aiment rien de plus que de voir un faux roi perdre sa couronne de papier. L'un des associés principaux de l'ancien cabinet des Vendée était marié à la trésorière du country club de Beatrix. Dès vendredi matin, l'histoire des Vendée gérant un Airbnb secret et illégal à partir du trust familial, et volant de l'argent à sa propre sœur, s'était répandue dans les cours de tennis et les salles à manger du club plus vite qu'un virus. Le téléphone de ma mère, qui sonnait habituellement sans arrêt avec des invitations à des galas de charité et des déjeuners, devint soudainement complètement muet. Lorsqu'elle se présenta à son brunch régulier du vendredi matin avec son comité social, elle fut accueillie par des sourires froids et polis et des dos tournés. Des femmes qu'elle connaissait depuis 20 ans se souvinrent soudain qu'elles avaient des rendez-vous urgents et s'éloignèrent rapidement de la table. L'illusion de la famille parfaite et riche fut brisée en 1 million de morceaux humiliants. Elle n'était plus la matriarche d'une dynastie. Elle était la mère d'un escroc commun. Je m'assis sur le balcon de la suite parentale à Crescent qui ce vendredi soir, regardant le soleil plonger sous l'horizon, peignant l'océan de profondes nuances de violet et d'or. Mon téléphone reposait sur la petite table à côté de moi, complètement silencieux. Pour la première fois de ma vie entière, je n'anticipais pas un message texte condescendant ou un appel téléphonique exigeant. J'avais amputé les membres toxiques de mon arbre généalogique. Et si les coupures étaient profondes, l'infection était enfin partie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'à présent.
Si vous appréciez ce démantèlement absolu, veuillez laisser un commentaire avec le mot « bon » ci-dessous. C'est un petit badge sympa pour montrer que vous êtes arrivé si loin, et je likerai et répondrai personnellement à chaque commentaire qui contient le mot « bon ». Votre engagement aide vraiment cette chaîne à grandir. Maintenant, revenons aux dernières retombées. 10 jours après la confrontation explosive dans le grand foyer, l'île de Crescent qui était paisible. La forte chaleur de la Floride avait cessé, laissant place à un après-midi frais et venteux. Lyra et les enfants étaient au bord de l'eau, construisant un immense château de sable près de la jetée en bois. J'étais assis sur la terrasse enveloppante, examinant quelques dossiers pour le travail, appréciant le silence profond qui s'était installé sur la propriété. Puis, l'interphone du portail de sécurité d'entrée sonna. Je me rendis au moniteur dans la cuisine. C'était ma mère, Béatrix. Elle était assise dans sa Mercedes argentée, fixant la caméra de sécurité. Elle avait l'air petite, fatiguée et incroyablement fragile. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu la laisser assise devant les portails en fer, enfermée hors du royaume qu'elle avait passé sa vie à essayer de contrôler. Mais une petite partie de moi, la partie qui se souvenait encore d'être un petit garçon, cherchant l'approbation de sa mère, décida d'appuyer sur le bouton de libération. Les lourds portails s'ouvrirent. Elle remonta l'allée de coquillages concassés incroyablement lentement, se garant loin des marches d'entrée, comme si elle avait peur de prendre trop de place. Je sortis sur la terrasse et me tins près du banc en bois de teck. Elle monta les marches en pierre calcaire, la tête baissée. Alors qu'elle s'approchait, une vague froide de réalisation me submergea. Elle portait une robe de villégiature florale fluide et aux couleurs vives. C'était exactement la même robe qu'elle portait sur la photo parfaite de Facebook, 10 jours auparavant. La photo qui avait fièrement montré la nounou sur le balcon, tout en interdisant activement à mes enfants l'accès à l'île. Elle s'assit lourdement sur le banc en bois, serrant son sac à main en cuir coûteux sur ses genoux. Pendant longtemps, elle se contenta de regarder l'océan, observant les vagues s'écraser contre les rochers. Quand elle parla enfin, sa voix était pleine de larmes contenues. « Il a tout perdu, Gideon », murmura-t-elle, sa voix tremblante. La société de courtage l'a licencié. La banque a pris le pantouse. Il a dû vendre les voitures juste pour embaucher un avocat de la défense afin d'éviter que l'IRS ne le mette en prison fédérale. Il vit dans un misérable appartement d'une seule chambre près de l'aéroport. Il ne répond même pas à mes appels téléphoniques. Je m'appuyais contre le pilier de pierre de la terrasse, la regardant sans une once de pitié. Les actions ont des conséquences, mère. Tu as passé 38 ans à le protéger du monde réel. Le monde réel l'a finalement rattrapé. Elle leva les yeux vers moi, les larmes débordant finalement sur son maquillage soigneusement appliqué. Il m'a manipulé, Gideon. Il a menti à sa propre mère. Il m'a fait croire que tout était parfait. Je ne savais pas qu'il volait la famille. Je ne savais pas qu'il te tenait à l'écart. Tu dois me croire. Je suis tellement désolé. Je regardais ses larmes. Je regardais la façon dont ses mains tremblaient. Et puis je regardais la robe florale, le symbole ultime de son exclusion délibérée. Tu savais, dis-je, ma voix dangereusement douce. Tu savais que je payais les impôts parce que tu te plaignais de mon avarice, car je ne conduisais pas une voiture plus chic, oubliant complètement que mes revenus maintenaient un toit au-dessus de ta tête. Tu savais qu'il nous avait interdit de l'île parce que tu l'as aidé à monter cette photo parfaite. Tu t'es assuré que la nounou soit dans le cadre. Mère, tu voulais que l'image ressemble à une dynastie riche et complète. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, pour déployer une autre excuse familière, mais les mots moururent dans sa gorge. Elle baissa les yeux vers les planches de bois de la terrasse. Tu ne pleures pas parce que tu as perdu un fils face au système judiciaire, continuai-je, m'éloignant du pilier. Tu pleures parce que le lourd rideau de velours est finalement tombé sur ta pièce parfaite et sans défaut. Le public est rentré chez lui. La scène est vide. Et tu réalises enfin que tu as soutenu le mauvais acteur. Je ne criais pas. Je ne l'insultais pas davantage. Je lui tournai simplement le dos, ouvris les lourdes portes en chêne, et rentrai dans la maison. Je la laissai assise sur le banc, complètement seule, avec le son résonnant de l'océan et les ruines de son faux empire. Elle resta là pendant 2 heures solides avant de finalement remonter dans sa Mercedes et de s'en aller. 6 mois se sont écoulés depuis l'effondrement absolu de l'enfant prodige. La chaleur torride de l'été floridien a fait place à un automne frais et vif.
L'île de Crescent qui reste une forteresse tranquille et impénétrable pour ma famille. Nous venons ici presque tous les week-ends maintenant, nous réappropriant l'espace, effaçant les souvenirs toxiques et remplissant les immenses halls du son des rires de mes enfants, au lieu du son des cris de mon frère. La mise à jour sur les méchants de cette histoire est aussi brutale que l'on pouvait s'y attendre lorsque l'IRS s'en mêle. Evander a été officiellement déchu de sa licence de courtier immobilier par le Conseil d'État de Floride en raison de fautes financières graves et de fraude. L'audit de l'IRS l'a complètement anéanti. Ils ont saisi ses comptes bancaires restants, liquidé ses maigres actifs légitimes et lui ont imposé une pénalité fiscale dévastatrice qui saisira ses salaires pendant les 2 prochaines décennies. Il a évité la prison fédérale en acceptant un accord de plaidoyer massif. Mais sa vie de playboy de la haute société est terminée pour toujours. La dernière nouvelle que j'ai eue par l'oncle Thaddeus, c'est qu'Evander travaille à un poste horaire misérable en tant que représentant du service clientèle dans une agence de location de voitures près de l'aéroport de Miami. Il prend le bus public pour aller travailler car il ne peut pas se permettre d'acheter une voiture. L'homme qui se moquait de moi pour compter les centimes compte maintenant littéralement la monnaie pour acheter son déjeuner. Cresa a complètement rompu tous les liens avec lui. La trahison concernant les 45 000 $ qu'elle lui avait virés a complètement brisé leurs liens. En fait, elle le poursuit actuellement en justice civile pour tenter de récupérer les fonds, bien que nous sachions tous que c'est comme essayer d'extraire du sang d'une pierre. Elle a dû retirer sa fille de l'école privée d'élite et l'inscrire à l'école publique, une dure réalité qui a complètement brisé son ego aristocratique. Ma mère, Beatrix, est devenue un fantôme dans sa propre vie. Elle a démissionné du country club, incapable de faire face aux chuchotements et aux regards moqueurs des femmes sur lesquelles elle régnait autrefois. Elle a vendu son immense maison à Coral Gables et a déménagé dans un petit condo tranquille dans une communauté de retraités. La grande matriarche qui ne valorisait que les apparences passe maintenant ses journées entièrement seule, évitant les miroirs qui lui rappellent la famille qu'elle a détruite par son propre favoritisme aveugle. Hier après-midi, je marchais au bord de l'eau avec mon fils Calder. La marée était basse et le soleil se couchait, projetant une lueur orange brillante sur l'Atlantique. Calder courait devant moi, ramassant des coquillages et les jetant dans les vagues. Je passai la main sous ma chemise et sortis l'épaisse corde en cuir. J'enlevai la clé en laiton de mon cou. Calder revint en courant vers moi, tenant un coquillage de conque parfaitement intact. Je m'agenouillai dans le sable mouillé pour me mettre à sa hauteur. Je lui pris le coquillage de conque et plaçai la lourde clé en laiton dans sa petite paume sablonneuse. « Qu'est-ce que c'est, papa » demanda-t-il, regardant le vieux métal avec de grands yeux curieux. Je souris. C'est la clé de la suite parentale, mon pote. Et un jour, quand tu seras plus grand, ce sera ta clé pour toute l'île. Il ne comprit pas vraiment la gravité du moment, mais il aima le poids de l'objet. Il sourit, mit la clé dans sa poche, et retourna vers l'eau. Je me levai et le regardai. La vengeance familiale est une chose étrange et compliquée. La satisfaction ne vient pas de les voir souffrir. Bien que j'admette que voir Evander humilié par l'IRS était un chef-d'œuvre poétique. La vraie satisfaction vient de la rupture du cycle. Elle vient de regarder vos propres enfants et de savoir que vous ne les traiterez jamais comme invisibles. Vous ne les montrez jamais les uns contre les autres pour votre affection. Vous construisez une forteresse de vérité et vous enfermez les menteurs en dehors des portes de manière permanente. Cela nous amène au jour présent et à la réalité compliquée d'une histoire qui ne se termine jamais vraiment par une disparition nette. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré la vérité brutale prononcée sur la terrasse et la destruction absolue de sa vie sociale, ma mère refuse de se rendre complètement. Chaque semaine, sans faute, une enveloppe manuscrite arrive à mon bureau du centre-ville. À l'intérieur se trouve toujours une carte de vœux générique implorant le pardon, demandant juste un après-midi pour s'asseoir et prendre un café. Elle demande des nouvelles des enfants. Elle me dit qu'elle m'aime. Des mots qui auraient signifié le monde entier pour moi il y a 20 ans ne sont maintenant que de l'encre vide sur du papier bon marché. Oncle Thaddeus m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit qu'elle souffrait réellement, complètement isolée dans son condo. Il a dit, Gideon, elle a fait des choix terribles et elle a donné le pouvoir à un monstre. Mais au final, elle reste ta mère. Tu as gagné la guerre. Il est peut-être temps d'offrir un petit morceau de paix. Demain est le 10e anniversaire de ma fille Zineya. Nous organisons une grande fête pour elle au domaine de Cressanqui. Nous avons embauché un traiteur, installé un immense toboggan aquatique sur la pelouse, et invité tous ses amis de l'école. Ce sera une journée parfaite et joyeuse,
complètement non souillé par la sombre histoire de ma famille. Mais je sais avec une certitude absolue ce qui va se passer demain matin. Juste avant le début de la fête, l'interphone du portail de sécurité d'entrée va sonner. Je vais regarder le moniteur et Béatrix sera assise dans sa voiture. Elle tiendra un cadeau joliment emballé pour une petite fille qu'elle connaît à peine. Elle pleurera à l'interphone, suppliant pour seulement 5 minutes d'entrée et de souhaiter un joyeux anniversaire à Zineya. Elle utilisera chaque once de son influence émotionnelle restante pour franchir la limite que j'ai fixée. Et alors que je me tiendrai là, regardant l'écran de sécurité, je devrais faire un choix. Est-ce que j'appuie sur le bouton et ouvre les portails en fer, laissant le fantôme de mon passé revenir sur l'île, risquant la paix que j'ai combattue si violemment pour construire, ou est-ce que je laisse le portail fermement verrouillé, que je regarde directement la caméra? Et que je tourne le dos à une vieille femme en pleurs et brisée qui veut juste voir sa famille une dernière fois? Je veux savoir ce que vous en pensez. Demain est le 10e anniversaire de ma fille. Ma mère se tiendra devant le portail de sécurité, tenant un cadeau et pleurant. Ai-je tort de refuser d'ouvrir ce portail et de la forcer à faire demi-tour? Devrais-je faire preuve de miséricorde envers une mère qui a passé 30 ans à ignorer mon existence? Dites-moi exactement ce que vous feriez dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous croyez en la protection de votre paix à tout prix, veuillez soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à la chaîne pour plus d'histoires crues et sans excuses. Jusqu'à la prochaine fois, respectez vos limites.